Bien, vous l'avez dit, les Luxembourgeois en sont à leur 12e présidence maintenant depuis le traité de Rome. Mon papa était là avant moi, certainement, mais il était dans la diplomatie luxembourgeoise avant moi. Faisait partie de la délégation luxembourgeoise qui a signé le traité de Rome en 1957. Donc, dans ma famille, on a, je crois, fait les 12 présidences. Lui, il en a fait un peu plus que moi, mais moi, j'ai quelques années encore devant moi. Moi, c'est ma 5e. Ça sera aussi ma dernière, parce que, comme vous l'avez souligné, maintenant, on en est à 14 années. Et là, la retraite, même si à Luxembourg, elle est à 65 ans, et même si peut-être un jour elle passera à 67 ans, je ne suis pas arithmétiquement éligible pour faire une 6e présidence. Il y a eu 3 présidents luxembourgeois de la Commission. Le dernier est Jean-Claude Juncker, qui avait une petite nuance, pas de qualité, avec ses prédécesseurs Zandt et Thorn, tous des hommes de qualité. Mais c'est la première fois que le président de la Commission est issu du processus électoral du Parlement de l'Europe, Parlement européen. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on ne se ment pas. Vous savez que les Luxembourgeois, ils sont pragmatistes et réalistes. On prenait le Luxembourgeois parce qu'on ne se mettait pas d'accord sur un autre, et surtout parce qu'on pensait que le Luxembourg ne représentait pas une masse critique pour enquiquiner les autres États membres. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir un président de la Commission venu du Luxembourg, de Chypre ou de Malte que venu de l'Espagne, de la Pologne ou de France. Avec Juncker, c'est pas pareil. Donc il a fallu l'instaurer. Ça n'a pas été sans mal parce que, essentiellement, c'est un Européen convaincu. Et il le dit à tout le monde. Il le dit haut et fort. Et c'est tout à son honneur. Et je vais tout de suite répondre à votre question. Pour moi, non. Ce n'est pas plus facile d'avoir un président de la Commission luxembourgeois, parce qu'il peut très vite être accusé de favoritisme vis-à-vis du Luxembourg. Donc il est obligé dans sa politique d'être particulièrement rigoureux par rapport au Luxembourg. Donc ce serait probablement plus facile pour nous d'avoir un Français, un Suédois ou un Portugais. Par contre, je ne sais pas si ce serait fatalement très bon pour l'Europe. Moi, je crois que Jean-Claude Juncker est un excellent président de la Commission. Bien. Les présidences, je corrige une petite... C'est vrai que c'est compliqué aussi, l'Europe. Alors, la triplette, ce n'est pas la Lettonie, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est l'Italie, la Lettonie et le Luxembourg. Nous sommes le dernier étage de la fusée. Ne me demandez pas comment on est arrivé là, et tout simplement pour vous dire qu'un programme de présidence, c'est pas comme un programme d'un candidat à la présidence américaine. Hein. On ne crée pas un truc et puis votez pour moi, on va réaliser ça. Non. En fait, on agrège 3 grands dessins. Premièrement, le programme de la nouvelle commission de Jean-Claude Juncker qu'il a présenté il y a plus d'1 an. Au mois de juillet. Il y a deuxièmement le programme stratégique du Conseil européen qui a été adopté, lui, en 2014. C'est un programme quinquennal. Et troisièmement, il y a ces 3 pays qui se sont mis d'accord, en fait, sur les thèmes sur lesquels il fallait qu'on mette un peu l'accent. Mais ce sont des thèmes qui sont bien présents déjà dans les différents livres bleus, blancs, rouges, verts de la Commission, du Parlement européen, des initiatives des parlements nationaux, etc., etc. Rien de neuf. Vient se greffer cependant un élément là-dessus qui est l'actualité internationale. L'imprévu imprévisible ou l'imprévisible imprévu, comme dirait Donald Rumsfeld. La dernière présidence, on a commencé juste après le tsunami en Thaïlande, en Indonésie, etc., ce qui a mis un tout petit peu à mal et ce qui a permis aussi de mieux nous organiser pour ce qui est de l'attribution de l'aide humanitaire d'urgence. Cette fois-ci, on a une actualité particulièrement chargée et une actualité particulièrement lourde. Je vais rapidement la passer en revue. Vous verrez, vous aurez la flemme quand j'aurai terminé. Il y a les migrants, bien sûr, mais ce problème est avec nous depuis pas mal de temps, mais il y a cette
explosion récente des flux migratoires vers l'Europe, essentiellement non pas de migrants économiques, mais des migrants politiques, c'est-à-dire ceux-là même que nous sommes obligés d'accueillir en application des conventions de Genève que nous avons tous signées après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la situation dans un certain nombre de pays qui explique ce phénomène, en Syrie, Palestine, Israël, Libye. On n'a pas été des grands amis de Kadhafi, mais aussi longtemps qu'il y avait Mohamed Kadhafi, si vous me passez l'expression, il maintenait le couvercle sur l'immigration illégale qui venait du sud du Sahel. Kadhafi n'est plus là. Là, il y a un verrou qui a sauté. Bon. Il y a la situation justement du terrorisme international. La zone du Sud-Sahara est une région qui est extrêmement instable. Heureusement que la France y a dépêché un effort militaire dont nous profitons tous, d'ailleurs, en Europe, parce que nos frontières européennes ne commencent pas à nos frontières nationales, mais elles commencent en Afghanistan, elles commencent au sud du Sahara, elles commencent là où notre sécurité est mise en péril. Il y a la situation en Ukraine, un peu plus proche de chez nous. Il y a la situation Balkans occidentaux, qui n'est toujours pas apaisée non plus. Je rappelle que pendant cet été, il y a eu, je crois, dans le Kosovo ou en Macédoine, une espèce de razzia d'on ne sait pas où, avec une vingtaine de morts. C'est quelque chose, c'est à 2 heures de vol, même de Metz. Il y a une situation sécuritaire à l'intérieur de nos pays qui est pas très bonne. Les attentats du 7 décembre en attestent, du 7 janvier, pardon. Il y en a eu d'autres, il y en a eu avant, il y en a eu d'autres. Il y a un certain délitement aussi de l'état de droit, il y a un certain nombre de valeurs qui sont mises à mal. Il y a un développement de la xénophobie, du racisme, de l'antisémitisme qui est préoccupant et qui ne stimule pas ce qu'il y a de meilleur dans l'homme. Il y a une situation économique internationale et européenne qui n'est pas extraordinaire non plus. L'économie reste quand même atone, c'est-à-dire que le problème du chômage reste avec nous. Il y en a d'autres. Il y a nos agricultures. Pendant cet été, vous avez vu aussi, avec quota laitier, le prix du lait, suite à un certain nombre d'événements, on peut en parler après, qui a été mis à mal. C'est très important. Les produits intérieurs bruts stagnent. Et il y a une récession aussi des pays émergents, ceux-là même sur lesquels on comptait pour nous tirer de l'embarras, la Chine, le Brésil et d'autres. Il y a une situation financière qui n'est pas brillante non plus. Dieu merci, on a l'euro, ça nous a préservé du pire. Mais même si la Grèce ne représente pas un danger pour l'euro en tant que tel, les structures de gestion de l'euro aujourd'hui demeurent à être renforcées, j'y reviendrai, pour pouvoir résister mieux, parce qu'il y aura d'autres crises devant nous. Il y a, pour ceux qui d'entre vous suivent un tout petit peu l'actualité financière, une situation financière assez catastrophique en Chine, avec un krach boursier était provoqué par une hyperspéculation. On se croirait revenu dans les années 20 à New York. C'est très préoccupant. Il y a aussi une politique fiduciaire de la Banque centrale américaine qui, à mon avis, ne fait pas beaucoup de bien pour l'évolution du commerce international. Et puis, il y a une situation écologique qui est relativement dramatique. Je sais qu'on a tellement entendu, COP21, etc., ça commence à être un peu galvaudé, ça nous sort par les oreilles. Enfin, la situation est dramatique. Ne vous trompez pas. Si nous n'arrivons pas à empêcher un réchauffement climatique de 2%, ça sera une catastrophe. Je dis parfois on est cuit, mais on sera littéralement cuit. Donc on a un challenge, un défi à relever le 30 novembre à Paris. C'est un peu le rendez-vous de la dernière chance. Je suis confiant qu'on ne le ratera pas. Mais bon, il faut travailler encore un tout petit peu. Mais finalement, quand on regarde toutes ces crises et tous ces troubles, on se rend compte que ce n'est pas la faute à l'Europe, et ce n'est pas la faute à l'Europe qui n'en fait pas assez, mais c'est la faute
a pas assez d'Europe, ou comme le disait Juncker dans son discours le 9 septembre, il n'y a pas assez d'union dans l'Europe et il n'y a pas assez d'union dans l'Union. Donc il faut resserrer un peu tout ça, et c'est un des objectifs de la présidence luxembourgeoise. On a peut-être un avantage qualitatif sur beaucoup d'autres pays. Nous n'avons pas, contrairement à d'autres pays, de dossier national sensible à défendre. Je vous vois venir, certains d'entre vous vont dire « oui, mais quid du fiscal, etc. » Bon, on peut en parler après si vous voulez, mais nous n'avons pas d'agenda national à défendre et nous nous dévouons corps et âme à faire en sorte qu'il y ait plus d'union dans l'Europe et plus d'union dans l'Union. Alors on a regroupé, je vais le faire schématiquement, c'est un peu aride à cette heure tardive de la journée, on a regroupé les priorités autour de 4 grands pôles. Je vais commencer, une fois n'est pas coutume, non pas par les migrations, par la sécurité, mais par le pôle économique et social. Je crois que si on veut redonner aux gens le goût de la vie, le goût d'entreprendre, le goût d'échanger, il faut qu'ils retrouvent une économie qui leur offre des opportunités, que ce soit pour se lancer dans un dessin d'entreprise ou bien de retrouver de l'emploi. C'est impératif. C'est impératif. Au Luxembourg, on a la chance de ne pas trop mal nous en tirer, mais on a quand même un chiffre résiduel maintenant depuis des années de 7%, entre 7 et 8% de chômage, ce qui est très élevé, malgré le fait que nous créions net 2% d'emplois chaque année. Donc, pôle économique et social. Premièrement, libérer l'investissement. C'était le projet de Jean-Claude Juncker, les 315 milliards. En fait, réunir une somme aux alentours de 30 milliards qui feront effet de levier pour mobiliser ces 315 milliards. Pourquoi ? Pour financer des projets d'investissement, pourquoi pas transfrontières, d'une ampleur que le gouvernement national, dans les temps de crise où il se trouve, ne peut pas le faire dans l'année. Donc, c'est en cours. Le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la FEIS, qui est censé recollecter l'argent et aussi définir les différents projets financés, a été créé en juillet. Les premiers projets ont été déposés. La France en a déposé un certain nombre. Les autres pays viennent aussi. La Banque européenne d'investissement, qui a son siège à Luxembourg, est en train de trancher lequel des projets on va financer. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Ça prendra quelques mois, peut-être 1 an ou 1 an et demi pour certains projets, mais c'est en train de se mettre en place. Je crois que ça produira ses effets d'ici 12 mois au plus tard. Bon, un certain nombre d'amis français à l'Assemblée nationale ou ailleurs me disent « mais il faudrait que la Banque européenne soit plus courageuse, incite les banques à prendre davantage de risques pour financer les PME, les entreprises ». Oui, bon, c'est vrai, peut-être, je n'en sais rien. Mais le fait est que psychologiquement, on se trouve dans une situation où on est après une crise bancaire très grave que les Américains nous ont filée en 2008 très élégamment et dont on accuse toujours un tout petit peu les suites. Donc je comprends aussi un tout petit peu les banques dans leur réticence. Mais c'est vrai que les banques européennes ont une responsabilité et devraient à leur tour aussi prendre à bras-le-corps le problème de l'investissement avec une priorité à donner aux petites et aux moyennes entreprises. Je prends un pays comme l'Allemagne. En Allemagne, les PME créent 60% des emplois. C'est une force énorme. En France, c'est un tout petit peu en dessous, mais enfin, c'est quand même une très grande force. Et ce sont ces entreprises-là aussi qui devraient et qui pourraient tirer davantage de bénéfices du grand marché unique. L'union des marchés des capitaux, c'est ça justement. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs ici dans la salle, de petites et moyennes entreprises. Je ne sais pas s'ils ont essayé d'aller prendre un crédit en Allemagne ou peut-être en Pologne. Pourquoi pas ? Le taux d'intérêt les y invite peut-être. C'est impossible. Le marché des capitaux est fragmenté en 28 marchés. Impossible à faire. Très compliqué. Ou alors il faut avoir des structures administratives très lourdes pour le faire. Donc là, il y a beaucoup de travail à faire. Trop de barrières subsistent aujourd'hui. La Commission a un certain nombre de propositions qu'on va essayer de réaliser pendant notre présidence. La présidence néerlandaise, après nous, va reprendre le flambeau.
Il y a la réforme structurelle bancaire. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a un travail en cours pour garantir les dépôts d'épargne à concurrence de 100 000 € par déposant, pour ne plus avoir de problèmes, justement, comme on a eu en 2007, où un certain nombre d'Européens, heureusement, tout le monde est resté zen, avec quelques doutes quant à la solvabilité de leurs banques. Il faut que nos banques soient résilientes. Le travail est en cours. La Commission a déposé un plan. On en discute. À la fin, le but est d'avoir, comme je l'ai dit, une garantie de 100 000 € par personne, ce qui est, somme toute, pas mal. J'aimerais les avoir. On a le même projet au niveau des réassurances qui est très important pour doter les différentes banques d'un système de garantie des dépôts. Et puis il y a la mise en œuvre aussi des politiques industrielles. C'est un des grands reproches qu'on a adressé particulièrement dans cette région-ci à la commission Barroso. L'acier, cuite d'un plan de relance de l'industrie de l'acier. On a gardé une industrie de l'acier. ArcelorMittal aujourd'hui emploie plus de 20 000 personnes en France, un peu moins au Luxembourg malheureusement. Voilà, la Commission a consenti, a vu le besoin de redoter l'Union européenne de plans industriels dans les différents secteurs. Et il n'y a pas de secteur tabou, il n'y a pas de secteur crépusculaire. La Commission a un rôle à jouer là-dedans et le fera. Il ne saurait y avoir, pour rester crédible aux yeux des Européens, des citoyens que vous êtes, de relance économique sans un minimum d'équité sociale entre les 28 États de l'Union européenne. À Paris, quand vous allez là-bas, il y a le phénomène de la camionnette blanche immatriculée en Bulgarie, Roumanie, Pologne, peut-être que ça existe aussi ici, qui en toute légalité, en application de la directive mobilité de la main-d'œuvre, offrent leurs services, mais à des rémunérations qui n'ont rien à voir avec les rémunérations exigées par les entreprises françaises. Ce phénomène, vous l'avez en Allemagne, au Luxembourg, un peu partout. Ça ne peut pas continuer comme ça. La Commission est en train de refondre l'ensemble des directives qui ont participé à la mise en place de la mobilité dans une autre orientation, en gardant le social en vue. Le but est très simple, un même emploi, au même endroit, un même salaire. Point. Où que ça soit en Europe. C'est pas très compliqué, quoique... politiquement délicat, mais si on n'arrive pas à faire ça, l'Europe sera conçue comme un problème et non pas comme quelque chose qui réussit à soulever les problèmes. Donc, on travaille là-dessus, ça ne sera pas facile. Jean-Claude Juncker a parlé aussi de la nécessité d'instaurer un triple A. Vous savez qu'on a le triple A, enfin de moins en moins, financier, un triple A social. Peu d'États en Europe peuvent se targuer d'un système social comme le Luxembourg, la France et quelques autres. Et il y a une compétition qui n'est pas très juste entre les différents États, ceux qui ont en place une législation sociale digne de ce nom et ceux qui ne l'ont pas. Donc le but est de faire un socle social et de faire en sorte qu'il y ait une équité de traitement sur la base de ce socle social entre les différentes personnes qui profitent de la mobilité de la main-d'œuvre. On ne peut pas continuer comme ça. On a parfaitement perçu cela. Je crois que c'est une question de crédibilité de l'Europe aussi. Et puis il y a un besoin de relancer le dialogue social, mais au niveau européen. C'est vrai que nos systèmes de représentation syndicale, selon les pays et selon l'histoire qu'elles ont suivies, sont très différents, avec des logiques très différentes, rien qu'entre l'Allemagne et la France, ou le Luxembourg d'ailleurs. Mais là aussi, il faut que les syndicats et les entrepreneurs discutent, reprennent le dialogue social entre eux et la Commission et les gouvernements nationaux.